je pense que le point cardinal, c'est la confiance. En fait, on nous dit souvent, vous êtes super fort en marketing, mais on ne fait pas de marketing. On a dépensé 0 € en marketing. Nous, on a créé un objet où les gens se sentent en confiance et ont envie de contribuer. Ils ont envie d'être ambassadeurs, d'être beaucoup plus que followers ou juste actionnaires. Ouais. Et ça, c'est le truc qui change tout. On les a vraiment mis dans cette perspective d'être des ambassadeurs, de s'impliquer pour faire grandir le mouvement au même titre que nous et de se sentir légitime de le représenter. Donc quand je parle de confiance, nous on n'a pas de carried interest en tant que fondateur, tu vois, ce qui est assez rare pour une société d'investissement. Nos salaires sont capés à 4 fois le SMIC. Bon, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on a vendu des boîtes avant, que c'est bon, on n'a plus besoin on n'est pas dans la quête de l'enrichissement avec cette aventure. On a 20% maximum de l'argent qu'on lève chaque année qui part en frais de fonctionnement, donc pour les équipes, les due diligence, etc. Nos comptes sont publics, donc c'est hyper transparent et les gens deviennent actionnaires, donc ils ont accès au plus haut niveau d'information. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Arthur Aubeuf, qui est un des cofondateurs de Team for the Planet. Salut Arthur. Salut Solène. Très heureuse que tu aies accepté mon invitation et je remercie Emma Scribe et puis Manuel de Ipanema qui nous a très gentiment mis en relation. Alors je pense qu'il y a pas mal de personnes qui te connaissent, qui te suivent sur les réseaux. Tu nous fais part beaucoup de tes sorties d'ailleurs en ski de rando en ce moment. Oui, c'est vrai. Merci pour ça. Tu as une communauté très attachée, enfin vous avez Team for the Planet, une communauté très attachée au projet que je trouvais extraordinaire, dont j'entends parler depuis des années et j'aurais aimé un petit peu que tu nous expliques comment ce projet est né, un petit peu comment tu es tombé dedans. Ouais, ok, écoute, merci pour l'invitation. Comment le projet est né ? En fait, nous, on est tous entrepreneurs, on est 6 à l'origine du projet. On avait monté des boîtes, vendu des boîtes, plutôt dans le digital à la base. On est assez convaincus que l'entreprise, c'est un outil d'action formidable, qui est vraiment très efficace. Finalement, c'est l'outil de la collaboration peut-être le plus élaboré que l'humain ait mis sur pied. Donc quand il s'agit d'adresser des challenges de grande taille, pour nous, c'est un outil hyper intéressant. Et il y a quelques années, comme plein de gens, on s'est intéressé aux enjeux de géopolitique, d'énergie, qui étaient un peu catalysés et cristallisés par le sujet du changement climatique, qui était très médiatique à un moment. Et on s'est demandé Qu'il est comment encore quand même. Qu'il est encore, heureusement, mais un petit peu moins en ce moment quand même. Ouais, non, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, on s'est demandé comment on pouvait contribuer à ça. D'abord en tant que simple citoyen. Et ce que tu vois très vite quand t'es pas milliardaire ou président de la République, c'est quand même que c'est frustrant. Parce que tu as vite le sentiment que tu peux pas toucher aux structures profondes du monde dans lequel on vit. Et nous, en bons entrepreneurs, on avait envie d'aller toucher à ces structures profondes et de se dire comment on peut contribuer, par exemple, à transformer des secteurs très polluants pour les décarboner, pour les faire passer à la version 2.0 au monde de demain. Et en fait, en se questionnant sur ces sujets, on a rencontré plein de scientifiques. On a eu la chance très vite d'être parrainé par Jean Jouzel, l'ancien vice-président du GIEC, qui nous a présenté plein d'autres scientifiques. Et à chaque fois, on butait sur le même constat. En fait, toutes les innovations, toutes les initiatives dont on a besoin pour faire la transition existent déjà. Elles sont déjà toutes là. Le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à changer d'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne changent pas d'échelle, alors il y en a plusieurs, mais c'est principalement qu'elles sont portées par des profils ingénieurs, scientifiques, chercheurs, qui ne sont pas des profils entrepreneurs. Donc quand il s'agit de trouver un modèle économique, d'en faire une vraie entreprise, de recruter des talents, de trouver des clients, etc., ça marche pas, ça coince. Et là où il y a pas mal de complexité, c'est que c'est des projets qui ont un énorme potentiel transformatif, mais qui sont très risqués. Ils sont très early stage et il faut amener beaucoup de paramètres pour les dérisquer. Et donc nous, Team for the Planet, on s'est dit, on est des entrepreneurs, on a l'habitude d'aller mettre les mains dans le cambouis, c'est ça notre valeur ajoutée. Il faut qu'on aille sur le early stage très risqué et qu'on crée une méthode pour dérisquer ces projets qui doivent exister et qui doivent changer d'échelle. C'est des projets qui ont une très grosse valeur d'impact, mais qui peuvent aussi avoir une très grosse valeur tout court parce qu'ils sont capables d'adresser des marchés qui sont énormes et qui sont nécessaires. Et donc en se concentrant sur ces innovations, on s'est vite rendu compte que nous, on était en capacité de recruter de très bons entrepreneurs qui ont monté des boîtes, qui les ont vendues, qui se disent comment je peux mettre ma compétence entrepreneuriale au service de ces sujets. Et donc de faire le matching entre un Steve Wozniak qui a une super innovation et un Steve Jobs qui, lui, est capable d'en faire une vraie boîte capable de scaler. Donc c'est ça l'origine de Team for the Planet. Et après, on a construit le modèle de manière communautaire parce que très vite, on s'est rendu compte que la meilleure façon de dérisquer, c'était de s'appuyer sur l'intelligence collective. Donc Team for the Planet, c'est vraiment un mix entre intelligence collective et digital. Et aujourd'hui, on a près de 130 000 actionnaires qui ont investi de l'argent. Mais ces gens-là font beaucoup plus, en fait, pour Team for the Planet. Ils nous aident à sourcer des projets partout dans le monde. Tu vois, via notre communauté, on a 1700 dossiers qualifiés qui nous sont arrivés d'Inde, des États-Unis, d'Afrique. Donc avec vraiment des pépites qui sont très dures à trouver si tu n'as pas une communauté comme ça. Ouais. Ces gens nous aident aussi à pré-qualifier, à pré-sélectionner les meilleurs projets. On a formé 9000 bénévoles qui nous aident sur une plateforme en ligne à noter toutes les innovations qu'on reçoit
pour dire, voilà, là, vous avez un top 10 de celles qui ont un énorme potentiel. Et ensuite, on a un comité scientifique, un comité de marché, pour le coup, avec beaucoup d'experts du private equity, de la banque, qui viennent regarder qu'il y a une réalité économique, qu'il y a un très beau marché et aussi qu'il y a des perspectives d'exit. Et une fois qu'on a fait ça, on vote en AG pour élire les projets. Et donc, tu vois, sur 1700 dossiers qu'on a reçus, on en a fait 14 aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai sujet d'être capable d'amener tous les bons paramètres pour dérisquer. Et ça se passe donc en amont, mais aussi en aval, puisqu'une fois qu'on a structuré les boîtes, eh ben nous, on leur amène la puissance de cette communauté pour trouver des clients. Et ça marche très bien, parce que systématiquement, dans les 12 mois qui suivent notre investissement, il y a des clients, alors que des fois, ça fait 8 ans qu'ils font de la R&D. Recruter des talents, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, nous, on veut vraiment des talents de très haut niveau, parfois dans des secteurs très pointus, tu vois, technologiques, ingénieriques, enfin, je sais pas si ça se dit, mais de l'ingénieur. Ouais. Et du coup, on a besoin d'aller, pareil, sourcer ces profils, et là, la communauté nous aide. Obtenir des rendez-vous avec des politiques, des médias, etc. Bref, t'as compris, c'est une grande équipe qui vient autour d'un projet avec un très gros potentiel et qui le dérisque de A à Z avec une méthode entrepreneuriale beaucoup, quoi. Voilà. Mais c'est top, mais t'as répondu à toutes mes questions. Fin du podcast. Non, écoute, On peut rentrer super dans les détails, intéressant. Non, on va rentrer dans les détails. Si on revient un petit peu au tout départ, quand vous vous êtes réunis, c'était des gens que tu connaissais, tes cofondateurs. Vous avez commencé, vous avez créé une association. Qu'est-ce que vous avez fait au tout départ ? Au tout départ, alors on se connaissait de loin, on savait pas que ces sujets nous intéressaient mutuellement. Moi, j'avais des bureaux en dessous de ceux de Mehdi, un de mes associés initiaux. Lui, il connaissait Nicolas et Laurent. Enfin bon, bref, chacun avait on avait tous nos expériences. Laurent avait monté des gros cabinets d'expertise comptable. Ils étaient 400, il était DG. Enfin, tout le monde était un peu dans une vie intense. Et puis, eux, ils ont tous eu des enfants. Ça les a un peu fait réfléchir à ce qu'ils avaient vraiment envie de faire et à quoi ils voulaient contribuer. Ouais. Et au tout départ, le premier truc qu'on a fait en bons entrepreneurs, c'est qu'on a fait du test, tu vois, direct, en conditions réelles, sans avoir forcément tout qui était prêt derrière. Donc, on a initié une conférence, je me rappelle très bien, le 5 décembre 2019, où on a pitché les grandes lignes de ça pour essayer de voir s'il y avait une appétence sur des citoyens et des profils business angel. Et que vous avez recruté au sein de votre réseau. On a communiqué sur nos réseaux à nous. On a fait un peu de com en poussant sur Facebook à l'époque. Moi, j'étais assez expert de ça. J'avais monté des grosses boîtes dans les communautés en ligne. Et du coup, on s'est un peu concentré là-dessus. On a rempli une salle, je me rappelle très bien, 250 personnes pendant... C'était les grèves et c'était les fêtes de la lumière à Lyon. Donc, il n'y avait rien qui allait. La salle était comble. On a pitché l'idée du projet. On a dit, si ça vous intéresse, vous pouvez... en gros, faire une promesse d'investissement pour devenir actionnaire. Et on voulait sonder le truc. Et en fait, on a dépassé 150 personnes qui se sont impliquées. Je sais plus combien ça représentait, mais un truc genre 30 000 euros ou 40 000 euros, tu vois, pour un truc qui sort de nulle part, c'était intéressant pour nous, parce que c'était assez ambitieux comme modèle et comme proposition. Et donc, c'était de la promesse d'investissement. On avait fait une petite SAS pour être capable de recevoir les actionnaires, mais en fait, tu peux pas dépasser 150 actionnaires dans une SAS. Donc, direct, notre structure était obsolète, en fait, à la première conf. Génial. Et donc, du coup, on a dû repenser, OK, on va essayer de le faire vraiment. Et donc, on s'est structuré. Donc, on est une société d'investissement, on n'est pas un fonds, on n'est pas une asso. On est bien une société d'investissement, on est une start-up. Et en fait, on a créé notre société en commandite par action en avril 2020, où là, on a vraiment commencé. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est dit, OK, les conférences, ça marche pas mal. On va faire un tour de France de conférences. Pandémie mondiale. Donc vous l'avez fait en virtuel ou on a fait beaucoup de Zoom. On a démarré vraiment comme ça, quoi. Communiquer D'accord. sur les réseaux et fait du Zoom. Et LinkedIn nous a beaucoup aidé. Moi, j'avais jamais mis un pied sur LinkedIn. Et tu vois, maintenant, on a 500 000 abonnés et ça a été une belle découverte. Franchement, assez chouette. Top. Alors justement, si on regarde un petit peu plus en détail cette communauté, parce que moi ça m'amuse, en fait il y a plein de personnes, enfin tout le monde est employé chez Team for the Planet, tout le monde est cofondateur de Team for the Planet, donc tu sens un engouement. Comment est-ce que vous êtes parvenu à faire à ce point adhérer les gens Est-ce que c'était peut-être même des détails dans la façon dont les gens étaient onboardés au sein de l'asso, enfin pas de l'asso, pardon, de la société. Est-ce que ça tient aussi au personal branding des fondateurs ? Comment tu peux expliquer ça ? C'est un mix de plusieurs trucs, mais je pense que le point cardinal, c'est la confiance. En fait, on nous dit souvent, vous êtes super fort en marketing, mais on ne fait pas de marketing. On a dépensé 0 € en marketing. Nous, on a créé un objet où les gens se sentent en confiance et ont envie de contribuer. Ils ont envie d'être ambassadeurs, d'être beaucoup plus que followers ou juste actionnaires. Ouais. Et ça, c'est le truc qui change tout. On les a vraiment mis dans cette perspective d'être des ambassadeurs, de s'impliquer pour faire grandir le mouvement au même titre que nous et de se sentir légitime de le représenter. Donc quand je parle de confiance, nous on n'a pas de carried interest en tant que fondateur, tu vois, ce qui est assez rare pour une société d'investissement. Nos salaires sont capés à 4 fois le SMIC. Bon, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on a vendu des boîtes avant, que c'est bon, on n'a plus besoin on n'est pas dans la quête de l'enrichissement avec cette aventure. On a 20%
maximum de l'argent qu'on lève chaque année qui part en frais de fonctionnement, donc pour les équipes, les due diligence, etc. Nos comptes sont publics, donc c'est hyper transparent, et les gens deviennent actionnaires, donc ils ont accès au plus haut niveau d'information avec l'Assemblée Générale, ce qui leur permet aussi de nous poser des questions auxquelles on est légalement contraint de répondre, donc on doit répondre à tout, et ça crée un socle de confiance qui est énorme parce que la transparence est maximale, et du coup ce socle de confiance génère des gens qui prennent le mouvement comme un peu le leur et qui s'impliquent. Et c'est ça la base, parce qu'une fois que tu as fait ce socle de confiance, oui, tu peux suggérer aux gens d'être ambassadeurs, de mettre sur LinkedIn qu'ils sont actionnaires Team for the Planet, de faire un post sur les réseaux, d'en parler autour d'eux, de nous aider. Et en fait, c'est ça qui a vraiment marché, parce que ce socle de confiance et les outils qu'on a donnés aux gens pour être ambassadeurs, donc pour faire des posts très facilement, pour pas avoir à réfléchir à ce qu'ils devaient écrire, etc., parce que les gens ont des vies stressantes, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps, quoi. Ça a déclenché le truc, quoi. Mmh. Alors comment est-ce que vous maintenez cette confiance? Parce que plus les organisations grandissent, plus tu perds quelque part le contrôle, tu dois le déléguer, etc. Donc c'est pour ça que tu mets en place de la gouvernance dans les entreprises, etc. Comment vous outillez en interne pour maintenir, pour rendre crédible aussi ce socle de confiance et faire que ce soit pérenne? C'est quand même un enjeu quand on grandit. C'est un enjeu, mais on l'avait pensé vraiment dès le départ. En fait, on s'est dit, il faut qu'on puisse avoir des milliers d'actionnaires citoyens et pas que, des gros actionnaires aussi, et que ça puisse cohabiter. Et tu vois, il y a un vrai sujet d'idéologie aussi, d'une certaine manière, parce que nous, on est apartisans, on ne s'affilie pas à des directions politiques, on est là pour agir ensemble concrètement sur un truc très précis, c'est aider ces innovations à scaler. Voilà, ça, c'est notre sujet. On les sort du early stage, on les amène au stade où elles sont matures pour l'industrie. Là-dessus, on est tous d'accord, en fait. Et c'est pas la peine de partir dans des clivages partisans ou des visions du monde qui nous feraient débattre et donc être en désaccord. Et donc, nous, on choisit de ne pas rentrer dans ces sujets-là. Tu vois, on ne fait pas d'activisme, on ne fait pas... on reste très clair sur... On est là pour agir ensemble sur ce truc-là. Et typiquement, donc ça, c'est l'idéologie, mais en interne, clairement, dans votre organisation. Dans la mécanique. En fait, on a une communauté beaucoup plus impliquée qui s'appelle la Galaxie de l'Action. Donc ça, c'est le cœur névralgique de Team for the Planet, où vraiment, c'est 4000 personnes qui sont beaucoup plus impliquées et qui sont vraiment là pour nous aider. Elles ont des rôles, on les forme, et ces gens-là, avec leurs rôles, donc tu as des quarks, enfin, tu as plusieurs noms qu'on leur a donnés, nous aident à maintenir un peu la stabilité communautaire à l'échelle. Et donc ça, c'est un truc qu'on a bien pensé, qui a été un gros boulot. Mais en fait, tous ces gens-là, chaque semaine, il y a des formations et ça leur permet de maintenir, même sur les réseaux sociaux, même en dehors, la cohérence de la communauté. Quand il y a des trucs qui partent en bruit de couloir un peu déviés, ils viennent, ils peuvent intervenir, etc. Et donc, ça nous permet de maintenir vraiment la cohésion. Et après, les outils digitaux sont hyper utiles pour ça, tu vois, quand on fait des votes en AG, tout est digitalisé, les gens peuvent voter un mois en amont, on fait beaucoup de pédagogie, on fait des petites vidéos, on parle aux gens, on leur explique, enfin tu vois, tous les mois ils ont les infos des avancées de Team for the Planet, on garde la cohérence comme ça, quoi. C'est très Web3 en fait, dans la... Ouais, il y a pas mal, dans la façon dont on parle. Ouais, complètement. Une communauté, il faut que ça s'appuie sur ses membres pour être pérenne. Donc nous, on ça fait travaille DAO en fait quand tu m'en parles. J'ai l'impression que tu parles d'une DAO. Il y a un peu de ça, mais avec des principes simples et sans avoir des outils très élaborés. Juste, en fait, on garde les gens impliqués et on met des gens plus impliqués que d'autres en fonction de leur envie de participer, tu vois. Nos évaluateurs, les 9000 là, qui nous aident, ils sont extrêmement impliqués. Les 4000 de la Galaxie de l'Action sont extrêmement impliqués. Après, tu as 100 000 personnes qui sont moins impliquées, mais qui se reposent aussi sur ces gens-là et ça nous aide à grandir, quoi. C'est quoi l'investissement moyen ? C'est 400 € pour le citoyen et pour les investisseurs plus professionnels, c'est 300-400 000 €, quoi. Ok, d'accord. Et dans les investisseurs, est-ce que tu peux en citer quelques-uns qui sont quand même fameux et qui vous poussent derrière Ouais, on a l'État français, par exemple, qui a investi via l'ADEME 5 millions €. On a Afir, une famille qui est d'ailleurs basée au Luxembourg, qui est assez connue, qui a monté des très belles boîtes. Enfin voilà. On a Pauline Duval qui a mis 1 million avec le groupe Duval. On a David Layani qui a mis 1 million aussi. On a Laurent de la Clergerie qui a mis 1 million aussi. Jean-Michel Aulas qui a mis 800 000 €. Enfin, il y en a pas mal. Nicolas Rousset aussi qui a mis. Enfin bon, il y a pas mal de noms assez connus. Les Mulliers ont mis. Enfin, on commence à avoir des belles familles et des beaux noms qui participent. En fait, là, on a vraiment fait la preuve de concept sur les 5 premières années. Ouais. Avec 14 boîtes, on a démontré que le modèle fonctionnait. Et là, on passe à l'étape 2 où les titres Team for the Planet vont avoir une valeur qui va être réévaluée chaque année et qui va dépendre donc de la valeur de notre portefeuille, mais aussi de l'impact. Et on pourra en parler. Nous, on a créé et maintenant, on utilise le dividende climat qui a une valeur. Ah, mais oui, bien sûr. Donc,
c'est Salut Laura Bollier. On la salue, on l'embrasse carrément. Et du coup, on a donc le dividende climat qui est valorisé aussi, cette valeur de communauté, de marque qui compte. Et donc tout ça fait que chaque année, il y a une valeur de l'action, vu qu'on est une entreprise et qu'on est une start-up finalement, qui monte. Et donc le but, c'est maintenant de faire venir des plus gros investisseurs, notamment du monde des familles qui comprennent très bien ça et du monde de l'entrepreneuriat. Et qui, pour le coup, auront une perspective lucrative parce que jusqu'à maintenant, nos actionnaires plaçaient de l'argent à 1 euro pour faire la preuve de concept. C'était un peu la phase 1, disons, la phase douce. Et là, on passe à la phase 2 pour scaler Team for the Planet parce que on constate que ça marche en fait. Donc, on est assez content. Top. Alors, j'ai eu la chance d'avoir Gonzague de Blinière et Clara Guémard sur mon podcast pour parler de Raise. Ouais. Et je trouve intéressant, en tout cas, ce qu'on avait mis en valeur dans cette discussion, c'était le rôle des grosses entreprises du CAC 40, de la constellation de leur écosystème, et ce qui est pas forcément mis en avant par tous les investisseurs. Et vous, c'est exactement pareil. Vous avez vraiment des entreprises qui s'adossent à votre initiative. Ouais. J'aimerais aussi que tu nous parles un petit peu du rôle que vous leur donnez. Aux grosses boîtes ou tout type de boîtes ? Tout type de boîtes. Hein. Les grosses, mais les petites sont aussi concernées. En fait, nous, on a 6 ou 7 000 d'ailleurs boîtes qui sont actionnaires aussi Team for the Planet. Et c'est un vivier extraordinaire de clients. En fait, c'est d'abord ça. Nous, l'idée, c'est que chacun amène sa brique pour aider nos boîtes, nos propres participations à accélérer. Ouais. Et donc, pour trouver des clients, quand tu as 6 ou 7 000 boîtes, ça va hyper vite. Tu vois, typiquement, Ariane Group qui a signé avec une de nos boîtes, c'est la communauté. Là, on a 2 grands armateurs qui ont signé avec Beyond the Sea. On pourra donner quelques exemples. C'est la communauté. En fait, la plupart des clients, soit en co-développement au départ, et qui payent un prix important, viennent de Team for the Planet, soit directement des clients sérieux viennent de Team for the Planet. Et même en B2C, ça marche. Tu vois, une de nos boîtes a ouvert sa verticale B2C là récemment. On a fait un mail et on lui a fait 1,4 million de CA avec un mail. C'est génial. Et c'est ça la force aussi qu'on a, c'est que tout de suite, on peut dérisquer grâce à la communauté. Et on se rend pas compte, mais avoir des milliers de boîtes, et on a des boîtes, on a Orano par exemple, tu vois, qui a mis 1,5 million chez nous, c'est des grosses boîtes du CAC. Directement, dès qu'on a besoin de sujets d'ingénierie extrêmement poussés ou d'aller chercher, tu vois, des clients potentiels sur leur terrain de jeu, ils nous font des intros. Et ça aide. Enfin, quand tu as Orano qui te fait une intro directement, ça change la donne. Orano, ils ont des ingénieurs de malades. Quand on a besoin de les solliciter, on sait qu'ils peuvent nous aider. En fait, ça change tout. Et vraiment, tout n'est qu'humain. Nous, on est spécialisé dans le dérisque parce que le dérisque, c'est de l'humain. C'est connaître la bonne personne à chaque fois, qui te fait la bonne intro avec le bon prospect ou avec le bon talent, etc. Et donc nous, c'est pour ça que l'intelligence collective, c'est au cœur de notre modèle, parce que le dérisque, c'est les bons humains. Et vous avez du coup développé une plateforme en interne pour justement router cette information-là, parce que c'est bien de savoir que tu as le vivier d'informations, de contacts, etc. Ouais. Mais pour faire que les gens se parlent au bon moment, au bon endroit, faire la bonne intro, comment ça fonctionne ? Ça s'appelle la famille du climat. On a failli l'appeler la mafia du climat. Mais en fait, on met en réseau le réseau de nos actionnaires. Donc quand les gens deviennent actionnaires Team for the Planet, ils peuvent renseigner qui ils connaissent de proche en proche. Ça ne veut pas dire qu'ils nous donnent leurs infos, parce que c'est pas RGPD compatible, mais ils nous disent, moi je connais Emmanuel Macron, je connais Patrick Pouyanné, je connais Patrick Bruel. Et donc ils nous font la liste des gens qu'ils connaissent dans des catégories qu'on leur propose, donc chef d'entreprise, politique, artiste, etc., influenceurs, machin. Et une fois qu'ils nous ont fait cette liste, nous on a accès à cette liste, on compile la liste des 130 000, donc les 130 000 connaissent tous 10 personnes intéressantes, en vrai c'est assez fou. Et donc après, dès qu'on a besoin d'accéder à Macron ou à Patrick Bruel, on dit j'ai besoin d'une intro avec Macron ou Patrick Bruel dans les 2 heures. Ça nous sort les 50 personnes qui connaissent directement, donc de proche en proche, c'est ça l'engagement, Macron ou Patrick Bruel, ils ont leur numéro, ils sont identifiés par ces gens, et on dit, faites-nous une intro. Et donc le plus vite est le mieux, mais en fait quand on a 50 qui y vont direct, t'as une intro dans les 2 heures. Quoi. Énorme, ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est extrêmement efficace. Top. Dès que nos boîtes passent un jalon, dès qu'elles ont besoin d'ouvrir un nouveau truc, dès qu'elles ont besoin d'un partenaire industriel... Qui contrôle ça ? Nous. Ouais, alors vous avez une équipe d'investissement. Alors si on regarde par rapport au fonds que je connais bien, tu vas avoir des analystes qui vont identifier les projets. Donc vous, c'est plutôt la communauté qui identifie les projets, qui vous les remonte, ou des projets qui vous sont envoyés. Ouais, elle fait le premier sourcing et la première préqualification. Mais évidemment, quand il s'agit d'être sûr qu'il y a un vrai potentiel, là, c'est comité scientifique et comité de marché. Ouais, et alors, qui compose ces comités chez vous ? Alors ça, c'est Denis, qui lui a fait pas mal de financement de l'innovation avant. Il a monté une boîte qui s'appelle Dinergy. Voilà, c'était une belle
boîte, ils étaient 70 sur le financement de l'innovation. Et donc, lui, c'est sa spécialité d'être sûr que les innovations valent le coup. Et donc, lui, il compose les comités, en effet, et c'est des gens qui viennent bénévolement, qui se réunissent une fois par trimestre, mais qui anticipent d'un mois le comité, qui peuvent eux-mêmes solliciter leur propre réseau. Donc, tu vois, on a la présidente de l'INRAE, on a le président du CNRS Innovation, on a des gens très haut placés à la Commission européenne, enfin on a des gens très intéressants qui viennent bénévolement nous aider, là encore parce qu'on a créé le socle de confiance et qui se disent c'est un outil que j'utilise pour mon propre compte aussi, parce que ça m'aide à avoir plus d'impact et à dépasser mon rayon d'action du quotidien. Et après, ces gens-là peuvent mobiliser un expert du CNRS très précis, un expert de l'INRAE, etc. Donc ça qui est assez chouette. Mais nous, on compose le comité, on fédère et on anime. Et après, eux, ils s'impliquent, ils se débrouillent. Top. Et alors, si tu pouvais prendre quelques exemples, tu as cité une quinzaine de boîtes. Allez, 3-4 pépites que vous avez pu accompagner et qui maintenant commencent à scaler grâce à votre communauté. On a quelques boîtes qui commencent à atteindre les 10 millions de chiffre d'affaires, donc c'est plus du early, tu vois, ça y est, ils sont passés à l'étape d'après. Moi, j'aime bien parler de Beyond the Sea parce que justement, c'est un truc qui paraît de l'ordre du fantasme, en fait, tellement ça paraît risqué et impossible. Donc, Beyond the Sea, c'est Yves Parlier. Donc, c'est le fondateur, enfin, le navigateur du Vendée Globe qui était très connu, qui est un très bon ingénieur par ailleurs. Et lui, il s'attaque au sujet de la marine marchande. Donc, si c'était un pays, ça serait le 6e plus gros pollueur du monde, la marine marchande. C'est colossal, c'est un marché énorme, il y a 100 000 bateaux, juste la consommation de carburant de ces 100 000 bateaux, c'est 400 milliards par an en dépenses. Donc c'est direct des marchés colossaux. Et lui, il s'est rendu compte que les armateurs, ils ont bataillé longtemps pour trouver des solutions à la décarbonation de leurs navires. Ils ont essayé les trucs à hydrogène et autres, mais en fait, c'est du capex, c'est des décennies d'immobilisation des bateaux. T'es obligé de faire du rétrofit. Donc tu travailles sur le parc de navires existants. Et lui, ce qu'il a constaté, c'est que si on refaisait des bateaux à voile, en fait, on passe complètement à côté de ce qu'on a appris sur les vents ces dernières décennies. Il faut aller chercher les vents plus haut parce qu'ils sont beaucoup plus constants et beaucoup plus puissants. Tu as un facteur 10 quand tu passes 100 mètres d'altitude. Donc il s'est dit, comment on va chercher ces vents-là ? Et donc lui, ce qu'il a inventé, c'est... Il déteste quand je le vulgarise comme ça, mais en gros, c'est de la traction vélique, mais c'est des voiles de kitesurf, pour se faire une image, géantes, qui montent en haute altitude, qui vont chercher ces vents, qui sont pilotés par une intelligence artificielle, qui font des 8 comme un kite normal, et ça baisse de 20 à 30% la consommation du navire. Et ça, c'est déployé automatiquement, c'est rapatrié automatiquement, même si ça tombe à l'eau, ça peut être ramené et relancé. Tu as un boost d'air comprimé au démarrage. Et donc ça, quand on l'a rencontré, c'était génial en théorie. Il y avait des super modèles mathématiques et informatiques, mais par contre, dans la vraie vie, c'était une voile de 9 mètres carrés qui tirait une voiture sur une plage. Donc tu vois, quand je te parle de risque, on est sur un truc quand même, il y a du risque. Par contre, vraiment, le marché est là, la crédibilité de sa vision et de sa technologie, elle est carrément là, mais il faut l'aider à déployer. Et donc nous, on a recruté Marc Tienpont, qui est un super entrepreneur de la marine marchande, justement, qui est arrivé, qui a tout de suite mis un premier bateau à l'eau avec une voile de 25 mètres carrés, puis 50 mètres carrés, 100 mètres carrés. Maintenant, on a des voiles de 200 mètres carrés. Et le but, c'est de faire du 400 mètres carrés l'année prochaine pour notamment la marine marchande et les tankers, quoi. Donc on espère que ça va fonctionner vite. Mais là, on a signé 2 partenariats de co-développement avec 2 grands armateurs européens. C'est plusieurs millions d'euros de contrats. Et on vient de signer l'armée. Donc là, ça y est, c'est crédible. La technologie, elle passe. Et cette semaine, là, ils ont reçu une proposition vraiment énorme d'un très gros acteur de l'énergie. Donc je crois qu'ils sont en train de devenir l'acteur majeur du sujet. Et ça s'est passé en 3 ans. Mais quelle économie d'énergie aussi pour les armateurs. C'est colossal. Et gain sur les dépenses. Bien sûr. Et en plus, eux, ils sont pris en tenaille parce qu'en face, il y a des réglementations mondiales maintenant sur le fait que les navires ils ont un DPE, en gros, comme les frigos. Et chaque année, ils doivent augmenter d'une lettre, sinon ils sortent plus du port. Donc ils ont vraiment pas le choix. Et si tu veux, c'est pas que l'entrepreneur qui a fait la diff, parce qu'on a vraiment travaillé à la composition de l'équipe. C'était beaucoup des PhD. On a mis vraiment des ingénieurs opérationnels. On a recruté une super CTO. Enfin, ça nous a pris du temps de recomposer l'équipe. On a amené pas mal de choses, mais les 2 armateurs en co-développement, ils viennent du réseau Team for the Planet. Enfin, tu vois, vraiment, c'est un ensemble de paramètres qu'il faut amener. C'est pas juste un entrepreneur. Et finalement, l'argent, c'est presque le détail final. C'est bon, on catalyse tout ça avec un investissement en capital. C'est clair. Est-ce que vous voyez des initiatives équivalentes dans d'autres pays ? Parce que tu nous parles beaucoup de la France. Moi, je suis profondément européenne. J'ai 2 nationalités. Et j'essaie de militer tellement pour que les écosystèmes se parlent. Donc, est-ce que tu vois d'autres initiatives en Europe ou au-delà de l'Europe ? Et sinon, quelles sont vos velléités d'expansion et de spread the word en Europe ? Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup d'initiatives comme nous, parce qu'en fait, nous, souvent, on nous dit, c'est quoi votre track record en gestion ? Et en fait, on dit, mais on n'en a pas. Et il ne faut pas qu'on en ait. Parce qu'il faut qu'on soit sur une méthode entrepreneuriale, sur cette zone-là, sur ce segment-là. Et c'est là que la valeur se crée. C'est dans une mécanique entrepreneuriale. Oui, notre comité de marché a un super track record. Mais en fait,
le but, c'est que nous, on reste dans cette logique entrepreneuriale. Et souvent, le monde de l'investissement fait plutôt de la gestion. Et du coup, il n'est pas structuré pour aller prendre ce risque et pour aller aussi early. Et puis, il n'y a pas cette méthode entrepreneuriale. Donc, il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui font ça. Et en plus, on a un modèle d'investissement assez particulier, justement basé sur le dividende climat, qui nous donne la possibilité d'aller investir là où les autres ne peuvent pas investir. Non seulement parce que, justement, il y a trop de risques, mais aussi parce que les standards de rendement sont hyper importants. Et en fait, c'est pas compatible tout de suite avec le niveau de risque en face. Les perspectives d'exit sont très ambitieuses et donc très engageantes. Et donc, ça ne rentre pas dans les radars de la plupart des acteurs économiques traditionnels. Qui vous connaissent ? Et qui nous Tu connaissent. penses ? Oui. Tous ou pas ? Oh, bah, tous, non. On n'aurait pas cette prétention. Mais on en connaît pas mal. Ouais. Et oui. Et clairement, ils nous le disent. En fait, vous allez sur un segment qu'on peut pas adresser. Et la plupart d'ailleurs veulent ensuite investir dans nos boîtes. Tu vois, là on a Serena Capital qui est positionné sur une de nos boîtes pour le tour d'après, Asterion, 360. En fait, les acteurs classiques, entre guillemets, se positionnent, mais après. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on va prendre du capital de manière assez importante à un endroit où personne ne peut aller, parce que ça rentre même pas dans les radars des gens. Et il y a un segment d'impact qui est énorme sur ce qu'on apporte, parce qu'on les fait passer de « ça marche, mais c'est laboratoire, quoi », à c'est compatible avec le monde industriel et c'est mature. Et en fait, c'est là qu'il y a le plus de valeur à aller chercher, en termes d'impact, mais aussi de valeur financière. Non, c'est clair. Et c'est ça qui nous intéresse. Mais donc, du coup, on est un peu un ovni, parce qu'on n'est pas du tout structuré comme des partenaires de fonds d'investissement classiques. Non, tu vois. c'est clair. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est un choix très assumé qu'on fait, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas donc je dirais de modèle répliqué en Europe. Alors, est-ce que... Il y en a peut-être, mais tu les connais pas forcément. Il y a les SAT, c'est des trucs publics, tu sais, qui aident l'innovation à passer à l'échelle. Mais oui, mais je te parle, parce que vous, c'est vraiment une voir, initiative citoyenne. Ouais. C'est de l'investissement citoyen, donc c'est encore autre chose. Ouais. Moi, je trouve vraiment tellement important, et je relisais encore récemment un article de Nicolas Collin, que tu connais peut-être, sur justement la façon dont l'Europe doit se réinventer. Est-ce que vous avez vraiment cette envie d'aller au-delà de la France ? Est-ce que vous nouez des contacts ? On est déjà en discussion tous les deux sur certains pays. Et voilà, comment vous voyez le modèle en 2030 ? C'est quoi votre objectif ? Nous, en fait, on a vraiment pris ces 5 premières années pour faire la preuve de concept. On voulait vraiment s'assurer que voilà, sur une quinzaine de participations, ça marche. Et on a vraiment une valeur ajoutée et on arrive à faire ce dérisque. Maintenant, c'est le cas. Donc là, le but, c'est quand même d'accélérer et de sortir de l'investissement citoyen non professionnel pour passer sur de l'investissement plus professionnel. Nous, on est complètement en phase avec ta vision sur l'Europe. On pense qu'il y a un vrai sujet d'indépendance énergétique. Moi, je crois que là, il est assez évident en ce moment. Il y a un vrai sujet de réindustrialisation. Il faut comprendre que c'est une révolution industrielle, plus que le sujet de faire le climat. Le climat, c'est un sujet important, mais au-delà de ça, il y a des enjeux énormes et donc des enjeux géopolitiques. Et là, on est en plein dedans. Et donc nous, on pense qu'on peut sortir des champions ici en France et en Europe parce que on a justement des modèles qui sont capables d'être créatifs et donc d'attirer ces pépites à nous. Tu vois, on en a qui viennent d'Inde, des États-Unis, nous dans Team for the Planet, et on les structure ici en Europe. Donc on croit beaucoup à l'Europe, on a envie d'aller sur l'Europe à fond et on a envie de contribuer à faire émerger des champions du monde de demain en Europe. Et ces champions, ça sera des champions industriels. Nous, on est assez convaincus que oui, il y aura de la tech, de l'IA pure et dure, du service, mais il y a des fondamentaux et encore plus dans le monde de demain, et ces fondamentaux, ils sont industriels, ils sont sur le secteur de la production, notamment d'énergie, et en fait, nous, on est convaincus que c'est là qu'il faut aller à fond, quoi. Et je pense qu'on sera capable de faire des champions qui s'exportent. Donc à 2030, le but, c'est d'avoir scalé la levée de fonds. Là, on a 40 millions qu'on a investis. Le but, c'est de passer plutôt sur des échelles de 100, 200 millions investis. Donc il y a du travail, ça va pas être simple, mais en fait, on y croit beaucoup, et on vise même d'aller plus loin que ça, tu vois. Nous, on aimerait bien aller chercher 1 milliard investi, quoi, parce qu'on y croit. Et quelle est donc tu parlais de Serena Capital, donc de Asterion, qui sont des fonds de capital risque, qui vous voient juste comme, on va dire, qui voient probablement comme un bon précide investor. Comment est-ce que vous aimeriez que cette relation éventuellement se tisse avec des acteurs traditionnels, pas uniquement dans le VC, mais aussi dans le private equity? En fait, on est déjà en train d'y penser parce qu'on a beaucoup, par exemple, de grandes familles qui nous disent est-ce qu'on pourrait pas penser à un fonds multifamilial dans lequel on arrive à rassembler 100 familles qui viennent faire les tours de table secondaires de vos boîtes, parce qu'une fois que vous avez détecté les pépites, qu'elles sont passées à un stade suffisamment mature, nous, on peut mettre les capitaux pour les scaler. Et en plus, on sera beaucoup plus compatible avec notre appétence au risque. Et du coup, ça, c'est des projets qu'on est en cours de déploiement, très clairement. On est en train de
de le faire. Donc le but, c'est de pouvoir avoir une connexion avec certains acteurs pour les étapes d'après. Par contre, en échange, ils contribuent en partie à financer aussi la machine à baf Team for the Planet pour qu'on arrive à sortir des pépites qui ont un vrai potentiel. C'est quoi la machine à baf ? Bah, c'est nous, c'est Team for the Planet. En gros, nous, on fait un modèle statistique. Donc le but, c'est d'accompagner sans participation. On sait très bien qu'il y en a une bonne partie qui vont cracher. Enfin, tu vois, c'est le principe. Surtout sur le early stage. Mais du coup, celles qui sortent et qui dépassent Team for the Planet et donc qui ont vaincu la machine à baf peuvent passer sur la suite. J'adore. Donc vous avez développé un modèle de licence libre. Ouais. J'ai lu ça dans votre rapport annuel 2023, je crois. Ouais. Est-ce que tu pourrais rapidement nous en parler ? Ouais, l'idée c'est que nous, nos technologies, elles sont sur des secteurs où il n'y a pas des marchés très porteurs encore. Donc le but c'est d'avoir des marchés qui soient les plus vite possible porteurs et robustes. Et donc pour ça, on utilise la licence libre. Donc c'est un modèle de franchise avec un accès plus simple, pour vulgariser. En gros, il y a des brevets. Nous, on donne l'accès à ces brevets à d'autres qui peuvent commercialiser l'innovation partout dans le monde. Mais par contre, en échange, il y a un certain nombre de devoirs, notamment le devoir de nous repartager leurs propres améliorations de l'innovation pour qu'on atteigne la maturité des technologies plus vite et qu'on mutualise la R&D. C'est hyper important parce que ça coûte cher. Et le devoir de nous repartager leur impact en tonnes de CO2 évitées, donc en dividendes climat, annuellement. Le but, c'est qu'on puisse communiquer à nos actionnaires l'impact de toutes nos boîtes et l'impact de toutes les boîtes qui sont créées grâce à nos boîtes. Et évidemment, c'est un modèle qui, businessment parlant, est intéressant aussi. C'est pour ça que nos boîtes acceptent de le faire, parce que c'est un modèle qui se base sur l'usage. Donc, chaque fois que tu commercialises une solution, nous, on commercialise surtout son usage et on se rémunère chaque fois qu'ils arrivent à vendre une partie de l'usage. On prend un pourcentage. Par exemple, Monoméris, qui vend des gaz, donc des monomères pour l'industrie, ne vend pas sa machine. Il donne l'accès au brevet pour qu'on puisse gratuitement construire la machine. Mais chaque fois qu'il vend un gaz, eh ben, il récupère 20% de la vente de ce gaz. Mais c'est quand même très intéressant pour les acteurs qui le font. Et donc nous, ça nous permet de déployer un marché plus vite. Ça nous permet justement d'investir moins de capex pour pouvoir avoir des unités partout dans le monde qui vendent nos produits et de s'y retrouver économiquement. C'est génial. Ouais, c'est assez chouette. Mais les Chinois font beaucoup ça, par exemple. En fait, en France, on est très peu au fait et en Europe, on est très peu au fait. J'allais dire, comment l'idée vous est venue ? Mais en fait, il y a Elon Musk fait ça sur ses superchargeurs. Tu vois, tous les constructeurs automobiles peuvent prendre en marque blanche, en gros, le superchargeur d'Elon Musk et juste, voilà, et ils gagnent beaucoup de temps, eux. Lui, il s'est dit, si j'équipe les routes tout seul, en fait, mon marché il est prêt en 2040. Je veux que mon marché soit prêt en 2028. Okay. Donc, je mutualise. Et en fait, c'est beaucoup plus smart pour avoir des marchés beaucoup plus porteurs. Ouais. Et en plus, si toi, t'échoues, tu te rattrapes sur ceux qui réussissent à côté parce qu'ils vont réussir d'une autre façon ou alors ils vont avoir fait avancer la technologie pour que toi, tu puisses te rebaser dessus, etc. Donc, c'est assez chouette. Ouais. Génial. Alors, il y a... Voilà, ça fait quand même une demi-heure qu'on parle de choses qui marchent, qui fonctionnent, etc. Ne soyons pas naïfs. Plein de trucs qui marchent pas. Il y a quand même des choses qui déconnent un petit peu. Ouais. C'est quoi les gros pain points que vous avez, auxquels vous avez dû faire face ces dernières années? Si tu pouvais en citer quelques-uns et comment vous parvenez à les dépasser? Déjà, on a eu des matchs CEO innovateurs qui n'ont pas fonctionné. Où on a recruté des profils qui n'ont pas été bons, où ça n'a pas fait le job, et du coup on a dû, et ça a été difficile, parfois remplacer le CEO, remettre les mains dans le cambouis pour relancer la boîte, parfois en réinvestissant. Donc c'est arrivé quand même qu'on prenne un peu des risques pour relancer des boîtes dans lesquelles on croyait beaucoup, mais où vraiment l'entrepreneur, des fois, on s'était trompé, quoi. Tu vois, au début, c'est assez difficile. Là, on commence à être un peu meilleur, mais voilà. Après, ce qui est difficile, c'est d'embarquer le monde de l'investissement plus traditionnel, surtout sur le modèle initial à 1 euro pour 1 euro. Donc ça, il cherchait moins à venir parce que il a un devoir fiduciaire. Donc c'est aussi pour ça que maintenant, on a ce fameux marché secondaire avec la perspective de lucrativité. Mais avant, c'était vraiment un truc qui nous coûtait beaucoup d'énergie parce que tout le monde voulait nous parler. Mais au final, on perdait grave du temps parce que les gens investissaient pas à la fin, en tout cas les acteurs professionnels, du fait qu'il n'y avait pas de perspective de rendement. Et donc on a perdu beaucoup de temps, ça nous a beaucoup fatigués à cause de peut-être la notoriété qu'on a eue. Donc paradoxalement, c'est pas que des coups de main, c'est aussi un truc qui dilue l'attention. Ouais, et là où tu dois aller. Et donc tu te perds un peu là-dedans, ça peut être un peu compliqué parce que tu as des sollicitations partout. Il faut arriver à te concentrer sur ce qui a vraiment de l'impact et ce qui est vraiment lié au momentum, au bon momentum, quoi, tu vois. Donc adresser les bons investisseurs au bon moment, ça a été un vrai sujet, parce que quand tu fais du bruit, tout le monde veut te parler, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut investir. Et donc ça a été un gros sujet de bien qualifier à qui est-ce qu'on s'adresse, à quel moment, quoi. Après, il y a eu plein d'autres trucs. Non, et vous, entre cofondateurs, parce que vous êtes nombreux, est-ce que dans les rôles, la façon dont les rôles ont été attribués peut-être au départ, ça a évolué? Est-ce que vous avez eu des frictions? Oui, maintenant on est 4 vraiment dans l'équipe de gestion et dans les gérants opérationnels. Il y en a 2 qui sont partis parce que c'est dur, Team for the Planet, et parce qu'il y en a 2 qui ont eu du mal à faire coïncider ça avec leur vie familiale, clairement. Et nous, aujourd'hui, c'est pas toujours évident, c'est clair, on a
des visions différentes des choses. Tu vois, il y en a qui sont plus gestionnaires, justement, il y en a qui sont plus entrepreneurs. On est 2 à être très entrepreneurs, il y en a 2 qui sont très gestionnaires, donc c'est assez équilibré. Ouais. Mais c'est long en gouvernance partagée de prendre des décisions, ça prend toujours du temps, il faut vraiment accepter, et c'est très frustrant pour un profil type Arthur Aubeuf qui bourrine. Ouais. C'est très frustrant d'avoir beaucoup de débats, d'échanger beaucoup, d'aller loin dans le sujet. Mais en même temps, ça nous permet de faire des choix plus éclairés et plus solides pour la suite. Mais par contre, ça a été difficile plein de fois. Moi, dans les rôles, j'ai été très porté sur la communication au démarrage et faire grandir le mouvement, la communauté, parce que c'était essentiel. Maintenant, je lead la levée de fonds aussi. Donc, je fais et la communication et la levée de fonds et un peu la représentation. Ouais. Mehdi, mon associé, qui était un peu plus sur la levée de fonds, lui, maintenant, il accompagne. Donc, lui, c'est pareil, profil très entrepreneur. Il accompagne notre portefeuille avec certains employés pour les aider à vraiment réussir leur challenge et à scaler. Donc, on a un peu réparti comme ça. Laurent fait tout le back-office, c'est vraiment le CFO, le juridique, le comptable, le fiscal et autres. Et Denis fait vraiment le process de sélection, de qualification des dossiers et jusqu'au moment où on les choisit, quoi. Top. Alors toi, tu es très actif sur les réseaux. Alors ça m'intéresserait un petit peu que tu nous parles de la communauté que tu animes. Moi, j'adore te voir partir le matin en pot de feuille. Ça, c'est que Instagram. Ça, c'est du personnel pour me faire plaisir. Mais voilà. Moi, Non, si tu pouvais un petit peu décrire... mais si, quand même, parce que c'est une communauté que tu animes autour de ce que tu aimes faire, etc., mais qui va quand même capter pas mal de personnes qui te suivent pour Team for the Planet. C'est qui les gens quels sont les profils des personnes qui investissent et qui vous suivent, qui vous supportent? Pas uniquement les investisseurs, mais aussi peut-être plus largement. En fait, ça, on s'en rend compte et on l'assume, mais c'est quand même beaucoup des décideurs économiques, politiques, CSP+, cadres dirigeants, quoi. En fait, c'est LinkedIn. Nous, on a vraiment fait notre beurre, entre guillemets, pour se faire connaître via LinkedIn, et donc c'est vraiment ces gens-là qui sont venus dans l'aventure Team for the Planet. On va pas toucher le très grand public. Honnêtement, ça paraît paradoxal parce qu'on a 500 000 personnes qui nous suivent sur LinkedIn, mais en fait, c'est vraiment plutôt des gens qui s'intéressent à ces sujets et qui sont plutôt CSP+. Et finalement, c'est très utile parce que c'est ces gens-là qui ont le plus d'impact pour nous. Et puis aussi, c'est nous, les CSP+, qui devons aussi nous questionner sur ces sujets et nous impliquer parce que le mec qui est au SMIC, qui galère, mine de rien, il a une empreinte carbone très basse et c'est pas lui le premier concerné par ces sujets. Donc ça nous va plutôt bien. Mais vraiment, les gens qui nous suivent, c'est plutôt ces profils-là. Après, voilà, là, Instagram, je fais des petites vidéos parce que j'aime bien... élargir le débat et sortir du pur climat, parce qu'en fait, je trouve que on vit dans un monde complexe. Oui, je parle de plein de choses. L'égalité homme-femme. En fait, je trouve qu'on est dans un monde qui est complexe, où tout est intriqué, et il faut... ce truc de la division des tâches à l'extrême, je pense que c'est quelque chose qui nous pose problème aujourd'hui en tant que civilisation, parce qu'on a des débats d'experts, entre experts, qui ne touchent plus personne. Je pense qu'il faut refaire des ponts. Et donc moi, j'aime bien refaire des ponts, parce qu'en fait, tous les sujets sont connexes et sont intriqués. Tu vois, on parle beaucoup de l'armement en ce moment. Oui, mais le sous-jacent de l'armement, c'est l'énergie. Tu vois, c'est l'indépendance industrielle. En fait, tout est lié. Donc, en fait, j'aime bien être capable de pouvoir ouvrir le débat et je trouve que cette communauté qui nous suit a la faculté de comprendre ça et de suivre sur ces sujets. Donc ça, c'est assez génial parce qu'ils font les ponts. Donc, j'en profite. Super. Écoute, Arthur, je termine mes discussions toujours par une recommandation de mon invité. Donc, qu'est-ce que tu aimerais nous recommander en lecture, écoute Il y a un livre que je trouve extraordinairement bien écrit qui s'appelle « Quel progrès voulons-nous ?» d'un auteur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Bruno Markov, si je ne dis pas de bêtises, et qui est d'une justesse sur la complexité du monde dans lequel on vit. Et en fait, il prend la posture d'un décideur qu'il appelle Pascal, un très gros décideur, qui doit faire des choix éclairés d'investissement. Et pendant tout le livre, il explique à chaque fois pourquoi Pascal se fait toujours ramener vers le business as usual, les choix classiques qu'on a l'habitude de faire, alors qu'en fait, il comprend et il sait qu'il ne faut pas faire ça. Et en fait, il démontre, point par point, les blocages systémiques face auxquels on est, en fait, en tant que décideur qui doit faire de l'investissement. Et c'est vraiment passionnant parce que je pense que tout le monde se reconnaîtra dans les points. Et après, il explique comment on peut un peu sortir de ça. Et c'est vraiment, vraiment fascinant parce que c'est d'une justesse. Et ce mec a fait beaucoup de private equity avant, donc il comprend exactement, il connaît tout en fait. Donc je recommande très fortement. Je vais le lire. Franchement, je pense que tu vas adorer. Merci beaucoup Arthur pour ton temps, c'était vraiment hyper intéressant et à très bientôt et bonne chance avec votre incroyable initiative. Merci à toi et puis au plaisir. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.